Donc je ne resterai pas 2 heures. Mais juste pour vous dire, effectivement, le président Madrelle, nous l'appelons toujours le président Madrelle, je dirais, est parti tout en restant sénateur, tout en restant très proche de nous. Et c'est vrai que c'est Jean-Luc Glaise qui l'a remplacé. Mais nous sommes, je dirais, dans l'ADN Madrelle. Et je crois que ça, c'est quelque chose d'important. L'ADN Madrelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de Gironde à 2 vitesses. Ça veut dire solidarité humaine et territoriale. Ça veut dire accueil de tous les Girondins et au-delà dans ce lieu, puisque des fois et souvent, cet amphithéâtre, il l'appelait la maison, je dirais, des Girondins. Donc, bienvenue à tous dans ce lieu, pas n'importe lequel, puisque c'est l'amphithéâtre Robert Badinter, où, je dirais, à une époque, on a osé transcender et faire en sorte que la peine de mort n'existe plus dans notre pays. C'était pas rien, il fallait l'oser. Et je dirais que Badinter a été capable, avec François Mitterrand, de tenir cela. Alors, c'est vrai que votre colloque, c'est une habitude. C'est une habitude, c'est important pour nous de vous accueillir ici. Et sachez, j'ai entendu apparemment qu'il devrait y avoir une autre manifestation, un autre événement vers octobre-novembre, que vous serez toujours les bienvenus ici. Alors pour plusieurs raisons. D'abord par rapport à ce que je disais précédemment, mais aussi parce que je crois que le conseil départemental, puisque c'est plus le conseil général, c'est difficile pour nous de nous y faire, parce que le conseil départemental, je dirais, doit impérativement être un lieu de réflexion, un lieu où on permet, je dirais, de manier les idées, de faire avancer, et puis aussi parce que nous sommes dans nos compétences obligatoires autour de la question de solidarité, et que nous avons aussi, et nous abordons les problématiques de santé, à la fois, je dirais, psychique et physique, et que pour nous, c'est important de pouvoir faire en sorte que des événements comme celui-ci puissent se dérouler. Alors, c'est vrai que c'est pas n'importe lequel, c'est autour de la problématique de l'alcoolologie. Vous avez toujours des thèmes, je dirais, et des titres qui sont tout à fait intéressants. Et c'est vrai que pour nous, ce problème de l'alcool est un problème, et globalement, des addictions, est un problème important. Nous y travaillons avec nos services de la santé, nous y travaillons aussi avec toutes les équipes de l'ASE qui accompagnent les enfants, puisque vous savez que nous avons des compétences obligatoires et que tout ce qui concerne l'adolescence pour nous, enfin au-dessous de 18 ans, les ITEP, les MAS, etc., tout ça, ça relève de nous. Et que bien entendu, malheureusement, ces problèmes d'alcool chez les jeunes, c'est quelque chose qui est très problématique pour nous. Donc, c'est vrai, par contre, que quand on regarde les chiffres que nous annonce l'OCDE, on se rend compte que c'est relativement important. Quand je vois des moyennes à 10 litres d'alcool pur par an qui serait la moyenne, j'aime pas les moyennes moi, mais qui correspondrait à l'équivalent de 10 bouteilles d'alcool, c'est absolument ahurissant. C'est vrai aussi en même temps qu'on se rend compte qu'un certain nombre de nos actions qui sont menées, lorsque par exemple on dit on va hausser le prix de l'alcool, ça entraîne 5% de baisse. Si on augmente de 10%, le prix de l'alcool, ça diminue à peu près de 5% de la consommation. Ça veut dire que c'est pas là que ça se situe certainement, et que c'est davantage le travail de prévention, d'accompagnement qui est certainement le plus important. Par contre, c'est vrai qu'on se rend compte que en Australie, par exemple, où il y a des programmes de sensibilisation, ils sont parvenus à baisser le pourcentage de l'alcool, de consommation d'alcool chez les adolescents de 14 ans de 36%. Donc il y a certainement aussi en même temps à réfléchir sur des programmes qui peuvent être mis en place. Alors, comme je disais tout à l'heure, la solidarité, c'est l'ADN du département. On a beaucoup d'ADN. Elle doit, bien entendu, s'exprimer dans les abords, je dirais, en matière d'action de santé, bien sûr, de prévention des addictions. C'est vrai aussi que
nos services sociaux, nos agents sociaux, tous les professionnels que l'on a sur le terrain sont très actifs et ils sont souvent confrontés à des situations difficiles d'isolement, de marginalisation et de souffrance. C'est vrai que personnellement, en tant que vice-présidente en charge du développement social, de l'habitat, du logement, on voit bien comment, en particulier avec les sans domicile fixe, on a d'énormes difficultés qui ne sont pas uniquement, je dirais, des problèmes de logement, mais d'habiter le logement et en particulier toutes les questions d'addiction qui leur sont liées. Donc, bien sûr, lier, relier, alors j'ai délié, lié, relié. C'est vrai que pour nous, je ne vais pas, comme vous le disiez tout à l'heure, prendre 2 heures pour vous en parler, bien que ça m'intéresserait. Mais c'est vrai que pour nous, ce qui est essentiel, c'est le lien social, c'est de recréer le lien social, de le maintenir et bien entendu de prévenir des situations de désocialisation qui sont, comme je disais tout à l'heure, marquées par bon nombre d'addictions. Donc, vous le savez aussi que l'on est très impliqué dans le schéma régional médico-social d'addictologie et c'est ce qui fait que nous sommes des partenaires, je dirais, et que vous êtes pour nous des partenaires, absolument un partenaire essentiel. Un acteur, bien sûr, de santé publique qui est pour nous, enfin nous sommes un acteur de santé publique dans le dispositif national. C'est vrai que souvent c'est peu médiatisé. Quand on interroge les personnes, on sort d'une campagne électorale. C'est vrai que lorsqu'on demande aux personnes les compétences et ce que fait un conseil départemental, on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Ce qu'il y a de sûr, pour ne pas faire trop long et pour très vite conclure, je dirais que l'ensemble des compétences de santé obligatoires de notre collectivité, puisque nous en avons, c'est la prévention, le dépistage des difficultés, mais aussi, bien entendu, l'orientation vers les soins, l'éducation et la promotion de la santé. Du reste, nous avons une vice-présidence maintenant autour justement de la promotion de la santé. Donc, merci à tous d'être là. Merci à vous qui organisez régulièrement ce colloque. Très, très belle journée avec des intervenants, je dirais, magnifique, à la fois qu'on aime écouter et qu'on aime lire. Le problème, c'est que d'autres missions m'attendent, en particulier une commission permanente pour attribuer quelques financements. Mais sachez une chose, c'est qu'au-delà des subventions, bien entendu, c'est les projets que nous soutenons avant tout. Donc merci à tous et puis très très belle journée surtout. Merci Martine Jarvillier. Merci beaucoup. Bonne journée. Ne nous oubliez pas, Martine. Merci. Très bien. Ah ben, c'est marrant comme la télépathie marche bien. Voilà, complètement. Allez, bonne journée, Martine. Juste avant de passer la parole à Boris pour la feuille de route de la journée, juste pour rappeler que nous avons en partenariat, en particulier pour cette journée et pour les journées d'une façon régulière, la revue Science et Psy, dont le rédacteur en chef est à ma droite, qui est une excellente revue. Le numéro 3 vient de sortir. Boris nous en dira peut-être un mot. Donc, bien sûr, le conseil départemental. Nous allons recevoir tout à l'heure Simon Daniel Kipman, qui est venu l'an dernier à notre colloque, qui fait partie, et nous faisons partie également, de l'Observatoire francophone de la médecine de la personne. Je salue les laboratoires Lundbeck qui nous ont aidés aussi pour cette journée dont le stand est dehors, et le stand de la machine à lire où vous pourrez bien sûr vous faire une petite bibliothérapie qui est toujours de bon ton. Voilà, donc Boris, si tu peux nous tracer un peu le chemin qui chemine avec un reste de racines. Alors merci, ravi d'être avec vous. On va, en quelques minutes, l'aventure de la résilience qui a commencé il y a 30 ans. Et d'emblée, le concept est étonnamment bien rentré dans la culture, ce qui est bien et pas bien. C'est bien que ce soit rentré dans la culture parce que ça permet de débattre, d'organiser des journées, de diriger des travaux. Et c'est pas bien parce que est rentré dans la culture un concept qui n'était pas encore adulte, qui n'était pas encore maîtrisé, ce qui explique les contresens qui sont en train de s'atténuer, mais qui existent encore un peu.
Alors, la mère du concept, de la métaphore, on dit que c'est Amy Werner, qui est une psychologue américaine qu'on avait voulu inviter à Paris au moment du premier congrès mondial sur la résilience, et maintenant c'est une dame trop âgée et elle n'a pas voulu venir. Mais c'est elle qui a fait le travail fondateur. C'est pas elle qui a proposé, contrairement à ce qu'on dit, qui a proposé la métaphore de la résilience, mais c'est juste qu'on lui attribue la maternité de ce concept parce que son travail était clair et remarquable. 700 enfants à Hawaï abandonnés, sans école, sans famille, drogue, maltraitance, viol, d'enfants des rues. Elle en retrouve 200 une trentaine d'années après. 72 sont massacrés. 72% sont massacrés, ce qui était logique, mais ce qui était totalement contre-intuitif et pas logique, c'est que 28% avaient appris à lire et à écrire sans école, avaient appris un métier, avaient fondé un foyer, et lorsque Amy Werner et son équipe ont fait passer des tests médicaux et psychologiques, eh bien, ils étaient pas plus altérés que vous et moi. Ils avaient des problèmes de l'existence, bien sûr, mais ils s'étaient quand même suffisamment bien développés. Donc, quand on abandonne les enfants, ben, ça donne un massacre. Ça en massacre 72%, mais pas tous. Et comme dit Michael Rutter, qu'on a invité et qui maintenant travaille avec nous, ces enfants ont quelque chose à nous apprendre. Comment ont-ils fait pour s'en sortir alors que logiquement, ils n'auraient pas dû s'en sortir? Eh bien, ils s'en sont sortis. Ce n'est pas la majorité, mais ils ont quelque chose à nous apprendre. Alors, le bilan, après 30 ans des débats, c'est que avant Amy Werner, Solnit, un psychiatre américain, avait déjà employé le mot résilience. Paul Claudel, en 1929, avait déjà employé le mot en disant de manière un peu cynique, en 1929, il y a le krach financier et beaucoup de banquiers se suicident et se jettent par la fenêtre. Et Paul Claudel dit de manière un peu cynique, il dit il y a un tel optimisme qui règne dans cette culture que je pense que si les banquiers se jettent par la fenêtre, c'est pour mieux rebondir. Voilà. C'était peut-être un peu cynique, mais ça veut dire quand même qu'il y avait des prémices. Et puis il y avait Mauroy qui parle de George Sand, qui aurait dû être massacré, qui a eu sa part d'épreuves, mais qui a quand même fait une biographie digne. Alors actuellement, 30 ans plus tard, le bilan est excellent. C'est-à-dire qu'il y a eu en France l'an dernier 6000 publications dans des revues, un comité de lecture. 6000 publications scientifiques. Il y a eu plus de 1500 thèses de troisième cycle dirigées. Les thèses de troisième cycle, c'est inégal, hein, mais quelques-unes, un grand nombre de ces thèses sont vraiment passionnantes, excellentes, très bien faites. Et on a eu l'occasion, Martine Lanibel, qui prendra la parole tout à l'heure, a eu l'occasion d'en diriger quelques-unes. Et ce matin, j'ai eu l'étonnement et le plaisir de voir dans Time un article de 3 pages sur la résilience, pas mal fait, par Charney et Southwick. Et là, on voit à quel point il est nécessaire qu'on se rencontre pour débattre. C'est pas un concept qui va tomber du ciel tout mûr. Ce qui aurait peut-être été le cas en mathématiques. Mais si Pythagore revenait sur Terre aujourd'hui, il rattraperait son retard en mathématiques en quelques jours ou en quelques semaines. Mais il serait étonné qu'on soit indigné par l'esclavage. Parce que lui, il considérait que l'esclavage, c'était bien, ça permettait aux Grecs d'être des hommes libres, et qu'on ne peut pas être libre s'il n'y a pas des esclaves. Donc ça veut dire qu'il rattraperait son retard en mathématiques très rapidement, mais pas en sciences humaines. Alors donc, eh bien, on en est là, c'est-à-dire que lorsque Southwick, qui a des beaux cheveux gris, il est beau, il est intelligent, je le déteste, Southwick, il nous avait invités avec Henry Parents. Tu étais là à la réunion avec Henry Parents à Paris? On l'avait invité aussi à Perpignan. Et on leur avait dit notre désaccord sur leurs travaux sur la résilience, où ils en faisaient un catalogue de qualité.
Et je leur avais dit, mais ça n'a pas de sens de faire un catalogue de qualité, parce qu'à ce moment-là, il suffit de dire qu'il suffit d'être jeune, beau, intelligent, riche pour être résilient. C'est pas ça que ça peut. Et le soir même, ils avaient renoncé au catalogue de qualité. Et il faudra, on en parlait ce matin, il faudra qu'on ait une autre réunion, on va les inviter à Paris, parce que eux, ils disent que la résilience est un phénomène d'adaptation. Et nous, on n'est pas convaincus du tout que ce soit un phénomène d'adaptation. Je crois plutôt que c'est un phénomène de rébellion. Je pense qu'on ne se soumet pas à ce qui nous est arrivé, alors que ceux qui s'adaptent se soumettent. Et notamment, on voit beaucoup de prisonniers qui se mettent à tourner dans leurs cellules. Ils sont adaptés à leurs cellules par un comportement pathologique. Et Adalberto, qui prendra la parole tout de suite, si Myriam lui donne la parole, Adalberto montre que dans le délire peut être une adaptation à une situation d'isolement, mais que quand dans les favelas où Adalberto m'a invité et où je suis rentré très marqué par la gaieté et par la gentillesse des gens dans les favelas. Alors nous, en France, on voit que ce qui est dans les médias, on voit la drogue et les morts qui existent, mais quand on traîne dans les favelas, les gens sont gentils, ils sont gais, les enfants courent partout. Il y a une sorte de communauté, les couleurs sont vives, les gens sont en short dans la rue, s'entraident, se parlent, et Adalberto nous expliquera comment il utilise cette qualité culturelle pour guérir et protéger un très grand nombre de patients qui, en Occident, seraient schizophrènes dans des hôpitaux psychiatriques et qui, grâce à la culture brésilienne et grâce à la thérapie communautaire, ne sont pas dans les hôpitaux psychiatriques, ne prennent pas de médicaments et vivent dans leur communauté. Donc voilà, quand on se décentre de culture, comment on apprend à poser les problèmes différemment. Je termine en disant que les tendances actuelles sont très biologique. Et Sandra Cabral, qui prendra la parole aussi cet après-midi, vient de publier un livre il y a quelques mois sur Resiliência. Alors je ne sais pas le dire en portugais, mais comment tirer du lait et de la pierre. Et ce livre est très très bien, avec des tas de gens que j'aime et qui produisent des idées intéressantes, et il n'y a pas de biologie. Parce que Sandra n'est pas biologiste, alors qu'au Brésil, il y a une équipe d'excellents biologistes de la résilience, notamment à Recife. J'ai oublié son nom, mais j'ai fait la préface du congrès mondial de Brain Resilience, où les Brésiliens sont excellents dans la résilience neuronale. En France, on n'est pas mauvais. Il y a Pierre Bustani qui travaille avec nous, qui nous montre... Alors là, c'est une nouvelle biologie. C'est-à-dire que ceux qui croient encore en Descartes vont passer une mauvaise journée. Parce que les théories de la résilience sont des théories intégratives, des raisonnements systémiques. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a une majorité de praticiens qui n'ont pas de problème avec les raisonnements systémiques, parce qu'on sait que la biologie existe, l'affectivité existe, l'école existe, l'anthropologie existe. Enfin, pour nous, praticiens, ça ne va pas nous surprendre. Il y a beaucoup de gens qui, soit universitaires, soit surtout dans les laboratoires, qui font des objets propres, des objets scientifiques qui ne peuvent vivre que dans le laboratoire. Et dès qu'ils sortent du laboratoire, ils sont plus pertinents. Alors nous, praticiens, on est obligé d'intégrer des données différentes, donc de travailler en équipe. Et les tendances actuelles, c'est biologie de la résilience, surtout résilience neuronale, où, tenez-vous bien, la biologie, le cerveau, la sculpture et le fonctionnement de notre cerveau dépend de nos relations. Et là, on a une action possible. La biologie est relationnelle, c'est-à-dire qu'en modifiant la relation, ça tient qu'à nous, on peut décider, on a un degré de liberté, on décide de modifier la relation, et modifiant la relation, la neuroimagerie actuelle photographie, filme, comment, en modifiant la relation, on a modifié la sculpture cérébrale et la sécrétion des neurohormones. Alors là, ça c'est une nouvelle biologie. Myriam Kassem va organiser en septembre.
En novembre, un colloque, on a déjà fait une réunion avec Myriam et quelques neurobiologistes sur comment le cerveau modifie la décision des juristes, puisque je suis doyen de l'École nationale de magistrature. Ils me surestiment incroyablement, mais ça reste entre nous, hein, vous n'êtes pas obligé de leur dire. Et les juristes sont très troublés par la neuroimagerie, parce qu'on leur pose des problèmes passionnants et pas faciles à résoudre. Le deuxième aspect, c'est l'affectivité. Quand j'ai fait mes études de médecine et quand les premières publications, nos professeurs nous disaient faites un travail et surtout pas d'illustration, éliminez l'émotion parce que l'affectivité empêche le travail et le raisonnement scientifique. Et qu'est-ce qu'on dit aujourd'hui? Exactement le contraire. L'émotion est une forme de biologie relationnelle et l'affectivité gouverne nos relations et même nos aventures sociales de manière énorme. Alors, on sait maintenant que l'acquisition des facteurs de protection se fait dans l'enfance préverbale, au cours des derniers mois de la grossesse et des premiers mois de l'existence, c'est-à-dire de manière fortement préverbale, on acquiert des facteurs de protection. Et les pays d'Europe du Nord qui ont fait des réformes politiques pour améliorer la condition des femmes enceintes, augmenter les congés parentaux, et pas seulement maternels, les congés parentaux, avec augmentation des métiers de la petite enfance, en 10 ans, ont diminué le taux des suicides à l'adolescence de 40%, on fait passer l'illettrisme à 1%, alors qu'en France, on a eu une réunion avec Mentolila il y a quelques jours. En France, on est à 11% d'illettrés. On a fait beaucoup de progrès parce qu'il y a quelques années, on était à 15% d'illettrés. Et maintenant, on est à 11%. Les pays d'Europe du Nord, 1%. Les Brésiliens à Brasilia, Sandra y a participé, et puis Théo était à Brasilia aussi quand le gouvernement fédéral a décidé de faire les réformes sur la petite enfance, pas en France. Alors si vous pouvez agir, vous envoyez des lettres anonymes à Hollande, à Juppé, et vous signez vos lettres anonymes, vous les signez Gérard Osterman, hein, vous les insultez. Et comme ça, peut-être que ça aura un impact et qu'on pourra faire des réformes. Et puis, surtout, bien sûr, l'anthropologie joue un rôle majeur pour montrer comment notre manière de vivre ensemble augmente la résilience ou l'empêche. On en parlera certainement tout à l'heure. Donc voilà, ça veut dire... La dernière phrase, c'est qu'on ne peut pas apprendre toutes ces disciplines en travaillant tout seul. On est obligé de se mettre en équipe pour que le biologiste soit étonné par le psychanalyste qui va apprendre que la biologie existe, même si Freud était neurologue, et Freud était neurologue et darwinien, et il n'a jamais été psychiatre ni psychologue. Et donc ça veut dire qu'on ne peut pas tout apprendre. Mais si on se met en équipe, et contrairement à ce qu'on nous disait il y a 30 ou 40 ans, on peut tous en témoigner. Je vous assure que c'est passionnant, c'est amusant de confronter les disciplines, de les associer, même si on ne peut pas tout apprendre, travailler ensemble, c'est vraiment une chance. Merci. Bien, merci beaucoup Boris. Je vais passer la parole à Myriam qui va assurer ce matin la modération, la discussion, enfin elle va tout faire dans la journée, c'est parfait. Quand tu citais Claudel, il y a eu pire cynisme que Claudel quand Sioran a dit « on se suicide toujours trop tard ». Enfin bon, il faudrait quand même se donner un peu d'optimisme. Hein ? C'est Sioran, oui, c'est Sioran, voilà. Alors Myriam, vas-y pour la modération. Alors Myriam, il faudra que tu nous parles un petit peu de ton colloque quand même au mois de novembre, parce que je crois que c'est un thème particulièrement intéressant, comme l'a dit Boris. Et puis on va donc appeler, non pas à la barre par rapport à la neurojustice, mais on va appeler Adalberto Barreto, qui a eu, je crois, le prix OMS de thérapie communautaire, c'est ça ? C'est le prix...
Psychiatrie sociale. Le prix de l'Organisation mondiale de la santé sur la psychiatrie sociale. Adalberto, on peut l'applaudir. Je salue également l'arrivée de Simon Daniel Kipman. Je ne sais pas où il est, je l'ai aperçu. Voilà, il est là. Merci Simon. Alors, on va passer les diapos.